ABM. 3 lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces 3 lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi ? Avec qui ? Comment faire et avec quels outils ? C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Winband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de 2 frères ennemis, du moins en apparence. À ma droite, l'inbound marketing, à ma gauche, l'account-based marketing. Le combat sera sans merci car ce sont 2 stratégies marketing que tout oppose. Du moins, c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, car en fait, la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Nous aurons également le plaisir de recevoir 2 invités pour cet épisode, Juliette Hervé, Marketing Manager France chez Spendesk, et Alexandre Bartel, qui est directeur marketing chez Agorize, pour un échange autour de l'inbound marketing et de l'ABM. Personnellement, je fais pas de distinction entre les deux. D'abord parce qu'il y a une logique de même sillon ou de même prolongement entre inbound et ABM. Pour moi, effectivement, il faut avant tout veiller à la congruence entre marketing et commerce, faire preuve d'empathie, alors soit aussi bien intra qu'au sein du marché, c'est-à-dire vis-à-vis des clients, être un peu curieux, data-driven, et puis je pense qu'il faut être un peu audacieux quand même. Si je dois en ajouter un pour démarquer, il faut de l'audace. Évidemment, elle va toujours être challengée par les chiffres, pas avoir peur d'aller aussi chercher des solutions nouvelles, innovantes pour sortir un petit peu des process marketing habituels. Oui, alors côté inbound, donc on essaye d'attirer un maximum de personnes par de awareness. Ensuite, ces personnes, on essaye de leur faire comprendre ce qu'on fait pour qu'ensuite ils aillent jusqu'à demander une démonstration de l'outil si c'est un outil, ou en tout cas contacter notre équipe commerciale. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est un maximum de personnes, puis un peu moins, puis encore un peu moins, pour envoyer ensuite les leads les plus qualifiés possibles à l'équipe commerciale. Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM. ABM Experience épisode 3, c'est parti. Pour faire vendre, il faut parfois faire le buzz. Et quoi de mieux que d'organiser un combat entre 2 frères ennemis, popularisés presque en même temps par les gourous du marketing nord-américain avant de s'implanter progressivement en Europe. Entre ABM et inbound marketing, la confrontation semble inévitable et le match promet d'être épique. Avant d'évoquer ce qui semble opposer ABM et inbound marketing, comme on opposerait Batman et Superman, il est important de comprendre ce dont on parle. L'ABM, bien que récente dans sa conception moderne, est en réalité considérée comme l'une des plus anciennes formes du marketing pour interagir de façon personnalisée avec chaque client. Pour en savoir davantage sur la naissance et l'évolution de l'ABM, le premier épisode de notre podcast, qui traite des fondamentaux, devrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore écouté. De son côté, l'inbound marketing consiste à laisser le client contacter la marque au moment où il l'aura décidé. L'objectif est donc de construire une image d'expert et de marque puissante avec laquelle le client souhaitera s'engager grâce à un contenu qualitatif et protéiforme. Entre ABM et inbound marketing, les différences sont nombreuses. L'inbound marketing a pour but de capter un maximum de visiteurs afin de les convertir en prospects, puis en clients, en suivant un tunnel de conversion spécifique. À l'inverse, l'ABM se concentre sur un petit nombre de comptes clés à forte valeur ajoutée. Deuxième différence, l'inbound marketing vise un marché large et diversifié, qui fonctionne aussi bien en B2B qu'en B2C. Il fonctionne dans tous les secteurs d'activité et est relativement facile à mettre en place. L'ABM est quant à lui uniquement dédié au B2B et se concentre sur les plus grands potentiels. On recherche ici peu de clients car le retour sur investissement est conséquent. Ce qui compte, ce sont les gros contrats d'affaires. Troisième différence, l'organisation pratique de ces stratégies. En effet, on a tendance à dire que l'inbound marketing est généralement le privilège du marketing, alors que l'ABM impose davantage de transversalité et de collaboration entre les fonctions marketing et vente. Enfin, quatrième différence majeure, le principe de fonctionnement. L'ABM et l'inbound marketing fonctionnent sur des principes de pyramide opposés en 3 étapes. La pyramide de l'inbound marketing commence par une intense production de contenu.
La base est très importante, il faut faire parler de soi, faire de la publicité ciblée et attirer des visiteurs. Ensuite, on passe à l'épisode du lead nurturing, du scoring et du marketing automation pour nourrir et convertir des prospects. Enfin, la dernière étape constitue le segment le plus étroit, tout en haut de la pyramide, avec la conversion des prospects en clients et le travail de fidélisation. À l'inverse, la pyramide de l'ABM commence par le haut, de manière très étroite, pour identifier un nombre restreint de clients idéaux selon les objectifs commerciaux et les cibles et personas. Ensuite, on peut créer et personnaliser un contenu spécifiquement pour ses clients. Enfin, on aligne marketing et vente pour construire une relation de confiance sur le long terme. C'est la base la plus importante de la pyramide. Aussi diamétralement opposées qu'elles puissent être, ces deux stratégies ne s'excluent pas mutuellement. En fait, la plupart des campagnes marketing pertinentes utilisent conjointement l'ABM et l'inbound marketing. Ces deux stratégies nécessitent une compréhension approfondie de votre acheteur cible pour déterminer le type de contenu à créer et la manière dont vous choisissez de le diffuser. Vous pouvez par exemple réutiliser le contenu créé pour l'inbound et le recycler afin de l'adapter pour une meilleure cible en ABM. En personnalisant ce contenu de base, vous produisez rapidement du contenu à grande échelle qui aura déjà prouvé sa valeur. Le point le plus important ici à retenir, c'est qu'il est vraiment utile de considérer l'ABM et l'inbound comme une approche mixte. En ne mettant en œuvre qu'une stratégie ABM par exemple, vous réduisez votre public cible et risquez de passer à côté de prospects intéressants pour votre entreprise. De même, si vous vous contentez d'une stratégie d'inbound marketing, vous ne serez pas en mesure d'attirer des comptes clés car vous n'aurez aucun moyen d'entrer en contact avec eux à un niveau personnel. Au final, ces deux stratégies vous permettent de générer davantage de chiffre d'affaires, de structurer votre marketing et de faire monter vos équipes en compétences. Ce n'est donc pas un match nul, mais bien les deux facettes d'une même pièce qui travaillent en symbiose. Et pour nous en parler dans le détail, il est temps à présent de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de nos invités. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Juliette Hervé, Marketing Manager France chez Spendesk. Bonjour Juliette. Bonjour. Et Alexandre Bartel qui est directeur marketing chez Agorize. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors juste avant de rentrer dans le débat, on peut se présenter rapidement. Alexandre, quel est votre rôle, votre fonction, qu'est-ce que vous faites ? Actuellement, je suis directeur marketing chez Agorize, donc avec une équipe qui est constituée à la fois de marketeurs et aussi de SDR, ce qui va notamment permettre d'avoir pas mal de possibilités dans le cadre de l'ABM. Et Agorize, c'est un éditeur de solutions SaaS pour l'innovation et pour le recrutement, qui a été fondé il y a 10 ans en France, mais qui opère partout dans le monde aujourd'hui. Donc Juliette, vous êtes Marketing Manager France chez Spendesk. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Donc mon job chez Spendesk, c'est vraiment, là aujourd'hui on va parler inbound, ABM. Également on va certainement évoquer le terme de outbound. Aujourd'hui ce sont les sujets dont je m'occupe chez Spendesk. Planifier cette stratégie d'acquisition de nouveaux prospects et de nouveaux clients pour Spendesk. Et Spendesk, c'est une entreprise également, un logiciel SaaS pour les équipes finance, pour les aider à gérer les dépenses de leurs collaborateurs. Et donc moi particulièrement, je m'occupe du marché français et on est en Europe, au UK et aux États-Unis. Parfait, merci beaucoup. On va commencer avec vous Juliette avec une première question. Quand on parle d'inbound marketing, quelle est votre vision, quelle est votre définition de l'inbound marketing ? Oui, alors pour moi, l'inbound marketing, c'est vraiment une stratégie d'acquisition qui est subtile, qui va être à l'inverse de l'outbound, où on essaye de vendre un produit ou un service en direct. L'inbound va être beaucoup plus subtile, mais extrêmement puissante quand elle est bien optimisée. Donc en fait, il va falloir vraiment présenter sa marque, la rendre le plus visible possible, et ensuite essayer de répondre à des questions que son audience clé se pose, pour ensuite les amener en fait au fur et à mesure à vouloir en savoir plus sur le produit ou le service que vous vendez. Et à la fin, quand on a bien travaillé son lead via une stratégie inbound, naturellement la personne va demander à en savoir plus, et c'est là que le passage se fait entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Donc en fait, si on résume vraiment très très rapidement, l'inbound marketing, c'est de pousser le bon message au bon moment et à la bonne personne. C'est pas un peu la définition du marketing, ça, tout simplement ? Pourquoi l'inbound marketing ? Qu'est-ce que ça a en plus ? L'inbound marketing, c'est vraiment une approche
un peu plus chirurgical et plus business, je dirais, que du marketing global qui va être de la communication. Donc évidemment, il faut du marketing, de la communication, des articles dans la presse pour que la marque soit connue, mais l'inbound, c'est vraiment tout ce travail derrière de personnalisation, d'adapter son message à son audience pour convertir un maximum. Donc il y a vraiment dans l'inbound ce côté très business qu'on a parfois tendance à pas voir quand on parle de marketing au global. Parfait, merci. Alors quand on parle d'inbound, on parle souvent du combat avec l'ABM, donc l'account-based marketing. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi l'ABM et pourquoi est-ce qu'on l'oppose souvent à l'inbound? Alors l'ABM, l'account-based marketing, c'est selon moi non pas un antagoniste par rapport à l'inbound, mais un strict prolongement. J'aime beaucoup l'approche de Juliette, ce côté chirurgical, en tout cas cette segmentation et ce ciblage très précis. Et l'ABM, en fait, c'est simplement d'aller pousser ces critères de segmentation encore plus loin par rapport à l'inbound pour atteindre un niveau de ciblage beaucoup plus fin à l'échelle d'une entreprise ou d'un petit groupe d'entreprises, par exemple. Pour faire simple, on pourrait dire que l'inbound, ça pourrait être de la pêche au filet, travailler sur du volume, alors que l'ABM, ça pourrait être vu comme de la pêche au harpon plus précise pour cibler des gros poissons. D'accord, parfait. Et vous, au quotidien, vous utilisez plutôt l'ABM ou plutôt l'inbound? Vous faites les deux ou vous spécialisez plutôt sur un domaine en particulier, Alexandre? On utilise les deux en général. Tout dépend effectivement des objectifs et des enjeux. On a une stratégie d'inbound qui effectivement permet je dirais d'une manière assez classique, puisque maintenant c'est quand même assez communément développé, de pouvoir aller générer des leads et du business par le marketing. Et sur certains comptes clés qu'on a identifiés, notamment avec les équipes commerciales, on va aller déclencher des stratégies d'ABM parce que soit la typologie du compte le nécessite, soit tout simplement parce que on a aussi détecté un certain nombre d'opportunités de croissance sur un compte ou une série de comptes, par exemple. D'accord, très bien. Et vous, Juliette, chez Spendesk, est-ce que vous avez quelques cas d'usage à nous partager en matière d'inbound? Quelques exemples, quelques bonnes pratiques peut-être à partager? Tout à fait. Alors, nous, en effet, on est plus dans la partie inbound du fait du panier moyen en fait de Spendesk. Une approche ABM, Alexandre en parlait juste avant, c'est pour aller pêcher en effet des plus gros poissons, pour reprendre la comparaison du harpon et du filet. Nous, on a un panier moyen qui fait qu'aujourd'hui, on a principalement l'intérêt d'avoir une approche inbound. Donc en fait, nous on a segmenté notre audience en fonction de la taille de l'entreprise. Donc en dessous d'une certaine taille, on va avoir une équipe commerciale dédiée, au-dessus d'une certaine taille, une autre équipe commerciale dédiée, et donc on va créer en fait des contenus adaptés à ces deux types de taille de boîte qui vont pas forcément avoir les mêmes besoins, ça va pas forcément être le même persona qu'on va avoir aussi face à nous. Par exemple, dans des plus petites boîtes, on n'a pas forcément encore un directeur financier. Ça peut être un office manager, par exemple, qui gère tout ce qui est les dépenses. Alors que dans une plus grosse boîte, on va, s'adresser à un directeur financier. Donc, les problématiques vont pas être les mêmes. Donc là, on va, avoir cette approche inbound de vraiment spécialiser le contenu pour l'audience à qui on est en train de parler. Et ça, tout au long du funnel. Donc, on aurait en quelque sorte deux funnels en fonction de la taille de boîte. On est en train de développer un poil plus quelque chose qui se rapprocherait de l'ABM, mais on peut pas vraiment appeler ça de l'ABM. On attaque un peu plus par industrie. On va identifier des industries qui nous intéressent tout particulièrement. Par exemple, sur la première partie de l'année, on s'est dit, en fait, nous, on est extrêmement bon quand on regarde nos clients sur l'industrie qui est la restauration, par exemple, ou l'immobilier, ou le retail. Et donc, on va créer des contenus, des stratégies pour essayer de trianguler. On en parlera sûrement après de cette partie triangulation d'ABM, pour trianguler en fait des comptes et du coup vraiment répondre à leurs problématiques spécifiques à ce marché-là, à ce type de client-là. Donc, ça veut dire que pour un panier moyen plutôt bas, ou en tout cas peu élevé, l'inbound fonctionne plutôt bien. En revanche, Alexandre, l'ABM fonctionne vraiment très bien quand on a des volumes d'affaires très conséquents, hein, c'est ça? Alors, pas forcément uniquement des volumes, mais aussi des paniers qui sont plus élevés. En fait, on devrait commencer par exclure, en quelque sorte. L'ABM, c'est sans doute pas adapté au bas de segment, au panier de moyens réduit. Et de fait, l'investissement qui est lié, qui est demandé par des stratégies d'ABM
va aussi opérer une sorte de sélection naturelle sur une typologie de compte ou sur certains segments. Donc il faut garder ça en tête parce que on est extrêmement précis, parce qu'on rentre dans un degré de finesse accru. On va aussi mettre des efforts supplémentaires qui représentent un coût. Et évidemment, que ce soit l'inbound, l'ABM ou toute autre méthode, ces méthodes marketing, elles sont d'abord là pour générer des opportunités commerciales, pour générer du chiffre d'affaires et mesurer avec un ROI. Donc on reste vigilant effectivement vis-à-vis de ce ROI. C'est en ça qu'il faudra déclencher ou non des stratégies d'ABM en plus de l'inbound. Alors, Alexandre, justement, ça tombe bien, restons avec vous. Pour les auditeurs qui n'ont jamais fait d'inbound marketing, qui n'ont jamais fait d'ABM, comment savoir par quoi commencer, par quelle stratégie approcher quand on fait du B2B? Bon, quelle que soit la méthode, je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qui a déjà été fait et là où on est bon. Voilà, il faut capitaliser un petit peu sur le track record et se dire, voilà, quels sont, si on parle de triangulation, en tout cas, si on fait une sorte de cartographie à la fois des territoires, c'est-à-dire des secteurs d'activité, des pays, des tailles d'entreprise, par exemple, ça va permettre de connaître finalement et de mieux se connaître et de savoir par où commencer, c'est-à-dire aller chercher des cibles, des audiences avec des attributs similaires ou très proches. C'est pas de la fainéantise, mais c'est simplement une question d'optimisation. Ça n'empêchera pas d'être audacieux par la suite et de faire du test and learn, mais commençons déjà par démontrer que le système fonctionne et peut être duplicable, qui gère la montée en charge. Ensuite, voilà, une fois qu'on a quelque part démontré la valeur de ces dispositifs marketing, on peut aller, je pense, un degré plus loin, voire deux, avec des stratégies d'ABM et aller adresser sur certains comptes spécifiques, souvent des grands groupes, aller adresser effectivement plus spécifiquement ces comptes-là, mais là encore en faisant attention à un certain nombre d'éléments. Juliette a cité notamment les personas, les profils types. C'est sûr que quand on va aller adresser un compte comme je sais pas, Peugeot, on a intérêt à aussi bien faire un travail préalable de cartographie pour être sûr de bien cibler l'activité qui nous intéresse chez Peugeot, l'activité automobile ou l'activité des moulins, pour avoir là encore un travail préparatoire et indispensable. Alors, tout ça, la mise en place de cette stratégie marketing, que ça soit ABM ou inbound, ça coûte forcément de l'argent. On va parler un peu de budget, c'est ce qui aussi intéresse nos auditeurs. Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre l'ABM et l'inbound et pourquoi? Juliette, je sais pas si vous voulez en dire un mot. Assez naturellement, comme vous pouvez l'imaginer avec ce qu'on vient de dire, l'ABM va être forcément plus élevé en termes de ressources parce qu'on va vouloir vraiment avoir encore une fois cette approche chirurgicale. Donc on va essayer de multiplier cette approche la plus personnalisée possible. Donc en fait, c'est cher dans le sens où on va créer une ressource qui va avoir une vie très courte. Si on reprend Peugeot, en dehors de Peugeot, vous allez peut-être faire une brochure genre pourquoi Peugeot a besoin de votre outil. C'est une ressource où il faut mettre des ressources humaines, il faut mettre un petit peu d'argent, etc. Donc forcément ça coûte plus cher. À côté de ça, l'inbound, on sait que plus on va mettre d'argent dans nos pubs, par exemple, plus on va avoir de résultats aussi. Donc c'est un petit peu faut faire cet équilibre entre je dirais que le ROI de l'ABM peut être plus facile parce que c'est un compte et on sait que c'est oui ou c'est non. L'inbound, on va mettre de l'argent, on a beaucoup de test and learn comme on l'a dit. Donc le budget, une fois qu'on a bien trouvé sa formule magique qui fonctionne bien, là on peut mettre tout son budget et obtenir énormément de leads. Alors, qui dit budget dit forcément indicateur de performance, les fameux KPI. Côté ABM, comment est-ce qu'on fait, Alexandre, pour trouver les bons KPI puis s'assurer que l'argent qui a été investi, l'énergie qui a été investie dans une campagne, vraiment fonctionne pour avoir un bon retour sur investissement? Bon, d'abord et avant tout, on va regarder le ROI. On va pas se leurrer. On reste assez fortement guidé par le ROI et puis le volume d'opportunités d'affaires ou la valeur en opportunités d'affaires que ça génère. Mais effectivement, il y a des indicateurs tout au long du parcours qu'on peut regarder. Les taux de couverture et de complétude du compte, par exemple, ça peut être un bon point de départ. Que sait-on? Que reste-t-il à explorer au sein d'un compte? Quand je dis ça, je parle d'individus en particulier. Les individus qui vont faire partie du groupe d'achat qu'on cherche à adresser, qu'on cherche à influencer, à stimuler avec
ces différents contenus ou initiatives marketing. On peut aussi considérer l'engagement des cibles principales, justement au sein de ce groupe d'achat, qui peut être composé, je sais pas, de quelqu'un des métiers, disons. Une cible principale qui pourrait être, je sais pas moi, un directeur marketing par exemple. Il est parfois accompagné d'un directeur de l'IT, d'une personne des achats, du procurement, voire parfois des ressources humaines. Bref, comment les différentes attentes, les différents enjeux de ces individus différents peuvent être conciliés et résolus préalablement par les actions marketing. Et comment justement on peut suivre cet engagement-là. Pour la mesure de l'engagement, elle est assez simple et ça permet aussi d'avoir une boucle de feedback assez rapide sur la qualité des livrables marketing. C'est pas perdu non plus plus globalement. Après, les métriques, c'est de les partager entre marketing, commerce, voire avec le customer success également, qui peut être aussi une bonne source de feedback. Et on en revient à un modèle de vase communicant, comme on le connaît déjà, entre MQL, SQL, etc. Et Juliette, du côté de l'inbound, comment ça se passe? Comment on mesure vraiment le succès d'une campagne? Oui, ça va être la même chose. On va s'aligner déjà bien en amont, en effet, avec l'équipe commerciale. Entre marketing et commercial, on parle de marketing. Donc vraiment s'aligner sur quels sont nos objectifs. Et puis ensuite, nous, ce qu'on a déterminé, c'est on calcule le ROI aussi sur donc le nombre généré concrètement de leads, de MQL, d'opportunités de clients, les taux de conversion entre chaque, et une data qu'on suit depuis quelques temps maintenant. C'est alors le SLA, donc pour Service Level Agreement. Donc ça, c'est une sorte de contrat qu'on passe et on se dit ok, si le marketing envoie le bon lead, la bonne boîte, le bon profil, etc. alors l'équipe commerciale a un certain temps pour recontacter cette personne. Donc il y a ça qu'on suit. Il y a également ce qu'on appelle nous le marketing influenced deal, c'est-à-dire qu'on a traqué en fait toutes les interactions, en effet, comme t'en parlais Alexandre juste avant, toutes les interactions qu'il y a pu avoir en fait avec le moindre élément marketing sur tout l'ensemble du cycle de vente. Donc en fait, si une personne a vu une pub, si quelqu'un a visité le site, a téléchargé un e-book, s'est inscrit à un webinar, etc. Enfin, vraiment tout ce qu'il est possible de faire côté marketing. Et aujourd'hui, on observe chez Spendesk que 70% de nos deals dans l'ensemble, donc inbound et outbound, ont été influencés à un moment par le marketing. Wow, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment, ça nous a été vraiment d'une grande aide au moment où, dans beaucoup d'entreprises, cette différence outbound-inbound peut amener pas mal de frustration et de friction. Et justement, pour montrer que le marketing, l'ABM, l'inbound, toutes ces stratégies, en fait, ont de réels résultats, peut-être plus long terme que juste de l'outbound, genre tu appelles, tu as un meeting ou tu n'as pas de meeting. Mais voilà, montrer qu'en fait, malgré tout, le marketing va aussi aider sur la partie prospection de l'équipe commerciale en direct. Donc le marketing a un vrai impact sur les ventes, sur le business, sur le développement de l'entreprise. Ça, il faut le souligner, le rappeler. Et d'ailleurs, l'inbound, tout comme l'ABM, ça fait appel à certaines compétences, à certaines qualités en termes de marketing. Juliette, pour continuer, quelles sont les caractéristiques d'un bon inbound manager? Quelles sont les compétences clés sur lesquelles s'appuyer? Je dirais que même si on est sur quelque chose de très business, donc il faut pas oublier que c'est vraiment une partie business du marketing, on est très proche finalement d'un rôle de commercial. Il faut quand même cette partie très créatif. Il faut pas l'oublier, le marketing ça reste créatif et il faut trouver des moyens intelligents en fait d'entrer en contact avec les personnes à qui on souhaite parler. En plus de ça, il faut vraiment une bonne compréhension de son audience. Donc, faut pas hésiter à aller parler à ses clients, à ses prospects, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre les prospects qui n'ont pas donné suite, qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué. Donc, faut vraiment aller chercher, pas hésiter à beaucoup se poser de questions et se remettre en question. Et puis, avoir une approche vraiment très data. Encore une fois, on a besoin de savoir quel est le ROI de nos actions. Donc, passer beaucoup de temps dans les analyses de données et comprendre ce qui a marché et pas simplement se dire tiens je crois que ça devrait marcher, vraiment baser toutes nos décisions sur
les résultats qu'on a pu observer, ou en tout cas ce qu'on peut observer sur le marché. Et Alexandre, si on parle un peu de l'ABM, quelles sont les qualités d'un bon account manager? Si demain un dirigeant d'entreprise souhaite embaucher un spécialiste de l'ABM, sur quoi il doit se baser? Quelles sont les qualités qu'il doit rechercher? Exactement les mêmes que celles décrites par Juliette. Moi, personnellement, je fais pas de distinction entre les deux. D'abord parce qu'il y a une logique de même sillon ou de même prolongement entre inbound et ABM. Moi, effectivement, il faut avant tout veiller à la congruence entre marketing et commerce, faire preuve d'empathie. Alors, soit aussi bien intra qu'au sein du marché, c'est-à-dire vis-à-vis des clients, être un peu curieux, data driven. Et puis, je pense qu'il faut être un peu audacieux quand même. Voilà. Si je dois en ajouter un pour démarquer. Voilà, faut de l'audace. Évidemment, elle va toujours être challengée par les chiffres, mais pas avoir peur d'aller aussi chercher des solutions nouvelles, innovantes pour sortir un petit peu des process marketing habituels. On fait évoluer la pratique aussi en testant, en ajustant en continu. C'est aussi le côté très distrayant de la démarche. Donc c'est à la fois un peu de hard skills, donc de savoir-faire, et de soft skills, donc le savoir-être. Il y en a un qui est plus important que l'autre en termes d'ABM, par exemple? Moi j'entrerai toujours par la data. Pour moi, c'est un élément clé aujourd'hui parce que c'est à la fois une manière de démontrer que les programmes fonctionnent et de manière indéniable. Et puis tout simplement, c'est ce que vont nous demander les directions générales et ou financières pour démontrer effectivement l'utilité et le ROI des actions marketing. Juliette, quand on parle de comparer inbound et ABM, on prend toujours cette image de pyramide inversée, où l'inbound commence très largement pour affiner, et puis l'ABM fait un peu l'inverse. Vous pouvez juste nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu le concept de ces fameuses pyramides? Oui, alors côté inbound, donc on essaye d'attirer un maximum de personnes. On parle d'awareness. Ensuite, ces personnes, on essaye de leur faire comprendre ce qu'on fait pour qu'ensuite ils aillent jusqu'à demander une démonstration de l'outil si c'est un outil, ou en tout cas contacter notre équipe commerciale. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est un maximum de personnes, puis un peu moins, puis encore un peu moins, pour envoyer ensuite les leads les plus qualifiés possibles à l'équipe commerciale. Alors qu'en effet, l'ABM, on va essayer de toucher une personne qui va devenir un peu notre champion dans l'entreprise, et ensuite va en parler, et ensuite on va avoir cette approche où on va essayer de rentrer dans l'entreprise par cette première porte pour toucher ensuite un maximum de personnes. Et pour parler d'ABM, Alexandre, est-ce qu'il y a des outils qui sont absolument incontournables, des logiciels, des solutions, des plateformes, ou est-ce que avec un simple tableur Excel, on peut commencer une stratégie d'ABM? Et même question dans un instant, Juliette, pour l'inbound. Alors, Excel c'est chouette, mais c'est malheureusement un petit peu fragmenté. Ça peut se retrouver sur pas mal de drive. Moi, je favorise quand même l'utilisation d'un CRM pour veiller tout simplement à centraliser les informations. Donc que ce soit pour inbound ou ABM, la plateforme marketing qui est généralement couplée au CRM et fait partie un petit peu du kit indispensable. En termes d'outils, on peut imaginer des tableaux de bord bien particuliers pour justement suivre ces indicateurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont dédiés à l'ABM. À mon sens, c'est plutôt un sujet de monitoring que d'outils à proprement parler. Mais il est vrai que dans une notion d'amélioration, aujourd'hui, il y a ce feedback qui est à collecter. Alors, c'est pas nouveau, hein. Il y a 5-10 ans, on faisait beaucoup de focus group avec les clients. Depuis, avec de la digitalisation, du travail à distance, une pandémie, on a un petit peu plus de mal. Et il y a des solutions de speech analytics, par exemple, qui aident énormément à collecter le feedback, à le classer, à le rationaliser et à en tirer la substantifique moelle très très simplement, en tout cas beaucoup plus simplement qu'auparavant. Hein. Je pense à des solutions comme Mojo ou Cognid, par exemple, qui aident énormément à la fois le commerce et le marketing pour parler à l'unisson et s'améliorer en continu. Et Juliette, quels sont les 3 outils indispensables, par exemple, pour l'inbound, ou en tout cas le kit indispensable de l'inbound manager?
Oui, ça va être la même chose, hein, ça va être un CRM, donc que ce soit nous par exemple c'est HubSpot côté marketing, puis ensuite Salesforce côté équipe commerciale. Ça va être Looker de notre côté pour la data visualisation, que le suivi des données. Et un troisième, je dirais tout simplement Google et faire ses recherches. En fait, tout simplement taper ce que notre audience pourrait taper dans Google et voir quels sont les résultats. Et alors, il y a aussi des outils SEO, s'il faut en citer. Il y a Ahrefs, il y a SEMrush qui permettent de faire cette analyse très poussée de ce que nos concurrents font, de ce que autour d'un mot-clé ou autour d'un site web déjà existant. Ça, c'est aussi un outil extrêmement important pour comprendre notre audience et du coup répondre de la meilleure des manières aux questions qui peuvent se poser. Ouais, donc c'est pas les outils qui manquent, hein. Le plus difficile, c'est de trouver le bon qui correspond à un usage, à un budget, à une organisation, j'imagine. Exactement. Ok. Dernière question pour vous deux. Pour conclure, on va parler un peu des risques ou en tout cas des erreurs à éviter quand on veut associer Inbound et ABM. Alexandre, est-ce qu'il y a des risques ou des choses importantes à savoir pour ça? Des risques, ou un risque en tout cas qui peut être commun à la fois à l'Inbound, à l'ABM et globalement à toute démarche, c'est de généraliser une information. Penser justement que parce qu'il y a eu un ou deux cas, réponse, argument, objection, que ça devient une généralité. Voilà, faut faire attention à ça. Je reviens à ce que je disais sur le feedback et la qualité du feedback et en tout cas la manière de le recueillir. C'est indispensable aujourd'hui pour vraiment avancer sans être dans le brouillard. Après, en termes de risque, c'est pas tant un risque, mais peut-être un conseil pour démarrer un peu plus simplement. Moi, je vois l'ABM plutôt comme une approche qui va servir à l'incrémental, au cross-sell et à l'upsell. Pour l'avoir testé, je trouve que c'est compliqué de démarrer avec un dispositif d'ABM pour de l'acquisition de nouveaux clients. Parce que, par définition, on en connaît moins sur ce client que une fois qu'on a une direction de compte qui est en relation quotidienne ou en tout cas fréquente avec les décisionnaires au sein d'un compte. Donc voilà, si en tout cas je sais pas s'il faut l'appeler risque, menace ou conseil, mais en tout cas de ce que j'en ai vu, l'ABM pour travailler un compte déjà existant et en développer la valeur, c'est sans doute une première marche à passer qui est un petit peu plus simple que de gravir tout l'escalier d'un coup. Juliette, du côté de l'inbound marketing, quelles sont les erreurs à éviter? Je dirais qu'il y en a 3. D'abord, ce serait quand on reprend ce funnel, il faut penser à faire les choses dans le bon ordre. Il faut d'abord s'assurer qu'on a bien compris son audience, que notre messaging est clair, que notre site internet est prêt à recevoir les leads que la stratégie inbound va envoyer. Alexandre en parlait, mais cet alignement aussi, c'est vraiment important, cet alignement sales, marketing. Il faut vraiment que les deux équipes se comprennent, discutent et se basent sur les mêmes objectifs. Et le troisième, qui est extrêmement compliqué côté marketing et qui est pas forcément évident à expliquer à sa direction souvent, c'est que le marketing prend plus de temps, que les résultats ne sont pas immédiats et qu'on va devoir essayer des choses, qu'on va certainement se louper sur certains éléments et que c'est en ayant en effet cette boucle de feedback qu'on va améliorer notre processus, qu'on va améliorer la qualité des leads qu'on envoie et que in fine derrière les résultats vont être présents. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que l'inbound c'est pas comme l'outbound, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un call égale un meeting booked, c'est on va faire un article qui dans 6 mois va amener des leads. On peut pas attendre tout de suite des résultats. Il faut être patient et pas perdre patience et se dire ça marche pas parce que au bout d'un mois j'ai pas de résultats en termes de business et de deal closé. Donc on arrête ça. C'est effectivement quelque chose qu'on entend assez souvent dans les organisations quand on parle de marketing. Merci beaucoup Juliette, Hervé. Je rappelle que vous êtes Marketing Manager France chez Spendesk. Merci beaucoup Alexandre Bartel, donc directeur marketing chez Agorize. Merci encore de votre participation et de votre présence pour ce podcast d'ABM Experience. On se retrouve pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.
Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations qui sont susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Un rapport récent de Drift et de Monbase a mis en avant l'importance de la messagerie instantanée et des chatbots pour mieux identifier et qualifier ses prospects. On parle ici de marketing conversationnel qui est lié au changement de comportement dans la manière de contacter une marque. Pendant des années, le téléphone et l'email ont été les canaux de communication les plus dominants. Mais dans le monde actuel, en temps réel et à la demande, 90% des personnes souhaitent désormais pouvoir utiliser une messagerie instantanée pour communiquer avec les marques. Avec le marketing conversationnel, vous remplacez les formulaires statiques de capture de prospects par des conversations en tête-à-tête. Ainsi, vos comptes clés n'ont pas à attendre qu'on les recontacte et peuvent dialoguer en continu, de manière synchrone et asynchrone, avec une expérience transparente, cohérente et personnalisée. Le rapport 2022 de Demand Generation Benchmark Survey met en avant plusieurs indicateurs intéressants pour les directions marketing. Pour les entreprises qui disposent de stratégies ABM bien établies, la recherche d'optimisation devient la priorité, et cela se ressent aussi sur les budgets marketing qui devraient être en augmentation en 2022. 69% des marketeurs interrogés ont indiqué que leurs budgets augmenteront entre 1 et 20%. Conséquence logique, un tiers de ces professionnels ont indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs revenus de plus de 20% cette année. Parmi les sujets sur lesquels investir, le marketing de contenu arrive en tête, suivi de l'ABM et du Sales Enablement. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir au sujet du match inbound marketing versus ABM. Numéro 1. En B2B, l'inbound marketing fonctionne très bien. Dans le B2B avec une stratégie centrée sur des grands comptes et des contrats importants, l'ABM peut aussi s'appuyer sur l'inbound marketing pour accélérer sa mise en place. Numéro 2. Les fondamentaux des deux stratégies restent les mêmes. Du contenu de qualité, l'importance de l'expérience client, la volonté de proposer la meilleure offre et de faire passer le bon message au bon moment. Numéro 3. L'ABM et l'inbound marketing constituent 2 approches différentes mais complémentaires qui peuvent s'enrichir l'une de l'autre. En maîtriser tous les aspects, les outils et les méthodes est donc essentiel pour optimiser votre stratégie marketing. Et c'est la fin de notre 3e numéro consacré à l'inbound marketing et à l'ABM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 4e épisode d'ABM Experience où nous parlerons de l'ABM One to Few. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM? Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr afin d'échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.